Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Moments International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà qu'en ce début de semaine, l'émotion nous retient encore et toujours dans les dossiers Blanche Kandolo Odia, notre sœur qui est partie dans deux circonstances mystérieuses, floues, pas claires, et son mari n'a jamais fourni des explications claires. Cet après-midi, j'ai été contacté par notre frère, Serge le prédicateur, qui m'a contacté pour me demander de relayer ces enquêtes, ces nombreuses enquêtes sur le départ de Blanche. Il a fait des très belle analyse et voilà pourquoi nous rebondissons. En tout cas, je voulais suivre l'intégralité et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collentent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte, ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari, une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause, une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3. Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'évangile, on suit un homme.
On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, deux versions de la mort de Maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier. Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche. Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petites Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte, ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari. Une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause. Une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3.
Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'Évangile, on suit un homme. On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, 2 versions de la mort de Maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier. Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 2. Ici, l'enquêteur reprend l'affaire. Entre anesthésie, mort naturelle et médecin fantôme. Dans la première enquête, nous avions soulevé 2 versions contradictoires sur les circonstances de la mort de Maman Blanche, l'épouse de Marcelo. Aujourd'hui, notre enquêteur, appelons-le l'inspecteur Colombo, revient avec de nouveaux éléments concrets et encore plus troublants. Pas de spéculation, juste les faits et des questions. Marcelo dit « Opération légère ». Elle ne se réveille pas. Dans plusieurs de ses allocutions publiques, Marcelo déclare que son épouse a subi une opération chirurgicale légère et que c'est suite à cette opération qu'elle ne s'est jamais réveillée. Il précise même qu'il se trouvait au 7e étage, dans sa chambre, pendant que son épouse était en opération au 2e étage, dans le bloc opératoire. Jusque-là, tout semble cohérent, jusqu'à ce que Colombo soulève 2 détails qui ne collent pas du tout. L'acte de décès dit « cause naturelle ». Un acte de décès envoyé par Marcelo, via WhatsApp à la famille de son épouse, indique que la mort est de cause naturelle. Mais là, l'inspecteur Colombo fronce les sourcils. Si elle est morte après une opération, à cause de l'anesthésie ou d'un problème lié à la chirurgie, comment peut-on parler de mort naturelle? Une mort naturelle, c'est une mort due à une cause biologique non provoquée. Maladie avancée, vieillesse, arrêt cardiaque spontané, mais pas une intervention médicale. Dès qu'une opération est en jeu, la mort devient médico-chirurgicale, ou accidentelle, ou liée à une complication post-opératoire, mais jamais naturelle. Colombo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Si elle est morte à cause d'une opération, alors pourquoi l'acte de décès dit que c'est naturel? Le docteur mentionné sur l'acte est inconnu. Deuxième point très étrange.
Le nom du médecin indiqué sur l'acte de décès est inconnu de l'hôpital, où Marcelo dit que l'opération a eu lieu. Les informations récoltées indiquent que l'hôpital ne connaît pas ce médecin. Une information de dernière minute qui vient de tomber révèle que le médecin cité sur le certificat de décès n'est pas un médecin, mais un anesthésiste, et qu'il aurait quitté l'hôpital depuis le mois de juin 2024. L'hôpital n'a aucune trace d'une opération chirurgicale prévue pour Blanche ce jour-là. Aucun élément ne confirme que cette opération a été planifiée officiellement. Colombo s'arrête, remet son impair, regarde le dossier et dit calmement « Vous savez, moi je suis qu'un flic à l'ancienne, mais un médecin fantôme dans un hôpital qui n'a pas enregistré d'opération, c'est pas banal, et ça sent pas bon. » Conclusion provisoire de l'inspecteur. Voici ce que l'enquêteur constate. Marcelo affirme qu'elle est morte après une opération légère. L'acte de décès dit que la mort est naturelle, ce qui est incompatible. Le médecin déclaré est inconnu de l'hôpital. L'hôpital n'a pas enregistré d'opération. Alors, où est la vérité? Pourquoi c'est important? Ce n'est pas une curiosité malsaine. Ce n'est pas un manque de compassion. C'est un appel au discernement spirituel et à l'honnêteté. Quand des témoignages publics sont partagés par des figures religieuses, ils deviennent des récits d'autorité, influençant la foi de milliers de personnes. Et quand ces récits sont troublants ou contradictoires, les croyants ont le droit et le devoir biblique de poser des questions. Rappel biblique. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7:24. L'heure c'est grave aussi. On ne peut plus poser de questions sans être traité d'ennemi. Un homme peut dire tout et son contraire, et personne n'ose le relever. Un décès devient un récit mystique au service de l'image d'un ministère. Le peuple de Dieu s'attache plus à l'homme qu'à la vérité. Poser des questions, ce n'est pas attaquer, c'est rechercher la vérité et protéger les âmes. Blanche et Marcelo, enquête 3. Contrôle médical ou opération de ligature. Pourquoi deux versions différentes ont-elles été données à la famille de Blanche? Le diable est dans... Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à train Ferrari. Hey yo! Katala iso kobenga kinga presidente. Photo est Vraiment. C'est Lipa Savambongo, à Djobu, le tant que vice-président. Il y a eu le monde dans le monde entier, président de la Silika. Donc, ma camion se fait PPL, on a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, au Congo, ou partout, Kini, à Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins à Mkada à Silika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, il est. Nam na lobby. Donc numéro 1 à Bissau. Nous allons parler en le vélo.
Numéro 1 à 10, c'est faux le papier. C'est là, au Konzaba Wenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a toujours na ebisa bao. Yo za to so muta o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina ngo bana biso. Yo za koko père maman tala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la fona ça avec qui mega. Dans la génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Bazala nga l'histoire. Dans qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo na zala. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo, apesi Aimé Kapongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans l'émission de Moussaman. Merci à président Nanga, pour na 2025 yokangai malamu bijou la congolaise aeli bino ba formule sika mama ko benda lisusu mokila te basi lokola yo bakumbi zemi basimbi bana pe batatoli. Pour témoigner dans ma produit à Maman Bijou. On a annoncé fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, mais la remixée maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traiter po, ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pampulo ya ne opesa te. Talai. Salika bana ma Bijou merci. Olingo koma na ba forme yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yoko ekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza pour lele. Touroyo, toko raté le côté. Les détails, mais la vérité aussi. Dans cette nouvelle étape de l'enquête, une contradiction grave ressort entre les déclarations faites par Marcelo à ses beaux-parents, la famille de Maman Blanche. Voici les faits tels que rapportés par la famille. Première version. Marcelo leur aurait déclaré que Blanche était simplement allée faire un contrôle médical complet. Un bilan de santé, un check-up, rien de grave, donc rien d'inquiétant à signaler. Deuxième version, plus tard.
Marcelo aurait finalement avoué qu'il s'agissait en réalité d'une opération chirurgicale de ligature. Il s'agit là d'un acte gynécologique nécessitant une anesthésie et un protocole médical encadré, avec des risques. Notre enquêteur s'interroge. Une question simple. Pourquoi deux versions aussi différentes? Une opération chirurgicale, même légère, n'est pas un bilan médical. Le contrôle médical n'explique pas un décès inattendu. Une opération sous anesthésie, oui, potentiellement. Si tout est clair, pourquoi dire une chose un jour et une autre le lendemain? Ce flou alimente le doute, même chez les plus bienveillants. Quand une ex-épouse décède brutalement, la famille mérite la vérité entière, pas des versions variables, une démarche de justice, pas de haine. Certains diront, ce n'est pas notre affaire, laissons Dieu juger. Mais quand des proches souffrent, quand des versions se contredisent, quand un deuil est troublé par le silence et la confusion, il est juste et biblique de chercher la vérité. Ouvre ta bouche pour défendre celui qui est sans défense, pour faire justice aux malheureux et aux pauvres. Proverbe 31, suite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ce que cette enquête révèle. Une incohérence sérieuse dans les récits de Marcelo. Une nécessité d'honnêteté pour la mémoire de Maman Blanche et la paix de ses proches. Un appel à l'amour de la vérité, même si cela dérange. Blanche et Marcelo. L'enquête 4. Signature, identité, silence. Des questions qui dérangent. Un document qui devrait apaiser les esprits, mais qui soulève l'alerte. Dans toute affaire de décès hospitalier, surtout lorsqu'il s'agit d'une opération, le document clé censé établir la vérité, c'est l'acte de décès. Mais celui de Blanche Candolo, épouse Tunassi, semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Voici ce que l'on découvre. 1. L'anesthésiste signe l'acte de décès. Selon les directives du ministère turc de la Santé, seul le médecin en charge ou le médecin chef de service est autorisé à signer l'acte de décès en milieu hospitalier. Or ici c'est l'anesthésiste, Dr Samra Ouloudemir, qui signe. Pourquoi l'anesthésiste? Était-elle la dernière à avoir vu la patiente vivante? Était-ce en salle de réveil? Si oui, pourquoi ne pas l'indiquer clairement? Un doute sérieux plane sur la régularité de cette procédure. 2. Blanche Candolo ou Blanche Tunassi. Sur le certificat, seul le nom de jeune fille apparaît, Candolo. Mais la loi turque, comme dans beaucoup de pays, permet ou impose de mentionner le nom marital, surtout si l'identité du conjoint s'est connue, et qu'il est celui qui a admis l'épouse à l'hôpital. Pourquoi cette omission? Cela aurait-il pour effet de minimiser ou annuler certains droits familiaux ou successoraux? Une volonté de créer un flou juridique? 3. Parents. Inconnu, le certificat mentionne père inconnu, mère inconnue, alors que la mère de Blanche est vivante et identifiée. Est-ce une erreur d'enregistrement? Ou un choix délibéré pour effacer des liens familiaux? Comment une femme adulte, hospitalisée dans une clinique privée avec des papiers valides, se retrouve-t-elle déclarée comme sans passé, sans famille, sans lien? 4. Pas de pièce d'identité récupérée. Dans la section Observation, il est dit que la pièce d'identité n'a pas été récupérée par l'hôpital au moment de rédiger l'acte. Comment cela est-il possible alors qu'elle est venue pour une opération programmée? Quel hôpital sérieux pratique une anesthésie sans confirmer l'identité complète de la patiente? 5. Déclarant est un ami. Ce n'est pas le mari, Marcelo Tunassi, qui déclare officiellement le décès, mais un ami nommé Selal Akyüz. Pourquoi ce choix? Est-ce courant en Turquie qu'un ami se substitue à l'époux pour une telle démarche? Cela a-t-il été fait avec ou sans consentement de la famille? 6. Décès le 11 juin, mais acte signé le 12 juin. Et j'étais mentionné que le décès est survenu le 11 juin à 23h45, mais l'acte est signé le 12 juin. Cela peut paraître normal administrativement, sauf si entre-temps il y a eu désaccord ou falsification. Le mari a-t-il été informé immédiatement ou seulement après coup? En résumé, cet acte de décès, censé clore un chapitre avec dignité, semble ouvrir un véritable dossier d'incohérence, un signataire inattendu, une identité partiellement effacée, une famille niée,
une procédure opaque et un silence pesant. Pour la mémoire de maman Blanche et le respect et l'honneur de sa famille, il ne s'agit pas d'accuser gratuitement, ni de condamner à la légère. Mais lorsque les faits ne collent pas et pas, lorsque les détails troublent, l'amour pour la vérité nous oblige à poser les bonnes questions. Justice ne signifie pas vengeance. Justice, c'est la lumière. Blanche et Marcelo, l'enquête 4, signature, identité, silence. Des questions qui dérangent, un document qui devrait apaiser les esprits, mais qui soulève l'alerte. Dans toute affaire de décès hospitalier, surtout lorsqu'il s'agit d'une opération, le document clé censé établir la vérité. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 5. Silence après la tempête. Quand l'amour se tait, trop vite. Ma femme est un modèle, un ange, un exemple pour toutes les femmes. Ce sont là les mots passionnés d'un homme du vivant de son épouse. Mais à sa mort, silence. L'amour en parole et le vide dans les actes. Marcelo Tunasi parlait souvent, très souvent, de sa femme Blanche comme d'un joyau rare. Il la présentait comme un modèle de foi, de douceur et de sagesse. Mais lorsque cette épouse bien-aimée meurt subitement à la suite d'une intervention chirurgicale, aucune autopsie n'est demandée. Aucune plainte n'est déposée contre la clinique. Aucune demande d'enquête médicale. Aucune communication à la famille. Et pire, aucune assistance directe auprès des parents de Blanche après son décès. Et pourtant, dans la majorité des cas similaires, la famille demande des explications. C'est un réflexe humain naturel, universel. Une femme meurt après une opération, on cherche à comprendre pourquoi. On interroge les médecins, on exige un rapport détaillé. On demande une autopsie, surtout en cas de décès imprévu. Mais là, rien. Ce qui ne colle pas. L'amour véritable est un feu qui ne s'éteint pas à l'annonce d'un décès. Il continue à chercher la vérité, à protéger la mémoire du défunt, à consoler les proches. Mais Marcelo, pourtant présenté comme passionnément épris, n'a entrepris aucune démarche. Ni médicale, ni légale, ni familiale. Est-ce de la négligence, ou une stratégie, ou une peur que certaines choses sortent au grand jour? Une vérité qui dérange. Quand on aime une personne et que cette personne meurt dans des circonstances troubles, on n'abandonne pas son honneur à l'oubli. On agit. L'enquêteur Colombo reprend la parole. Vous savez ce qui me tracasse? C'est pas ce que vous avez dit. C'est que vous n'avez pas dit. Et surtout, ce que vous n'avez pas fait. Quand on perd l'amour de sa vie, on ne tourne pas la page comme un vieux journal du matin. Non, on cherche, on pleure, on questionne, on dérange. On ne se tait pas. Ce silence construit un mur, mais la vérité, elle, cherche une brèche. Marcelo a peut-être tourné la page. Mais les faits, eux, n'ont pas fini de parler. Et pour la mémoire de Blanche, pour ses parents, pour l'honneur de la vérité, nous devons écouter ces silences et les interroger. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 5. Silence après la tempête. Quand l'amour se tait, trop vite. Ma femme est un modèle, un ange, un exemple pour toutes les femmes. Ce sont là les mots passionnés d'un homme du vivant. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 6. Quand l'amour est enterré. Avant le corps. Il y a des hommes qui aiment et qui n'oublient jamais. Et puis, il y a ceux qui aiment et qui effacent aussitôt le cercueil refermé. Ce qui est étrange dans cette affaire, ce n'est pas la mort, c'est ce qui vient après. Parce que la mort d'un être aimé, ça laisse des traces. Mais dans ce dossier, tout a été nettoyé. Trop propre, trop vite, trop bien. 1. Une stratégie d'effacement administratif. Disparition de l'acte de mariage. Plus aucun document officiel ne prouve l'union entre Marcelo et Blanche. Suppression de l'acte de fiançailles, un document d'engagement formel. Effacé. Par hasard, peu probable. Nom de jeune fille utilisé sur le certificat de décès. Aucun lien conjugal mentionné. Blanche est déclarée comme si elle n'avait jamais été mariée. Nom de Marcelo absent du certificat. C'est un ami qui signe.
un employé turc des pompes funèbres, en réalité un inconnu. Une chose est sûre, il ne s'agit pas de maladresse. Il y a là une logique, une volonté, un effacement méthodique. 2. Fiançailles, 3 mois après la mort. Décès de Blanche, juin 2024. Fiançailles ça de Marcelo avec Esther, septembre 2024. Ce n'est pas une rumeur. C'est une révélation de la maquilleuse du couple, présente en septembre pour la cérémonie. Ce n'est qu'en juillet 2025, lors du mariage officiel, que cette précieuse chronologie sera confirmée. Un veuf sincèrement éploré se précipite-t-il dans une nouvelle histoire d'amour? À peine 3 mois après la mort de son épouse? Extrait d'interrogatoire. Scène fictive mais plausible. Enquêteur, vous dites avoir été anéanti par la mort de Blanche, mais 3 mois plus tard, vous étiez déjà fiancé à une autre femme. Marcelo. Oui, la vie continue, vous savez. Enquêteur, bien sûr, mais vous ne figurez même pas sur son certificat de décès. Vous ne l'avez pas signé. Vous ne l'avez pas reconnue comme votre épouse. Marcelo. C'était compliqué, les autorités locales, la langue. Enquêteur. Pourtant, pour organiser des fiançailles 3 mois plus tard, avec Esther sur Montréal au Canada, là-bas quelque part, ça n'avait pas l'air si compliqué. Un silence, un regard fuyant. Et tout à coup, l'amour semble moins sincère. 3. Un récit de plus en plus bancal. Quand un homme perd une femme qu'il dit aimer de tout son cœur, il ne passe pas à autre chose comme s'il s'agissait d'une rupture de contrat. Et pourtant, tout ici semble froid, rapide, organisé. Pas de deuil visible, pas d'enquête, pas d'autopsie. Juste une disparition, suivie d'une nouvelle alliance. Et alors, que reste-t-il? Une question brûlante. Pourquoi effacer tout ce qui relie Marcelo à Blanche, s'il n'a rien à cacher? À suivre. La prochaine enquête, partie 7, explorera en profondeur les incohérences administratives, les falsifications potentielles et les conséquences successorales d'une disparition administrative volontaire. Car si Blanche n'existe plus en tant qu'épouse, alors, qui hérite? Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 7, une épouse effacée. La mort de Blanche ou l'art de disparaître légalement. Vous savez, ce qui me trouble dans cette histoire, c'est qu'on a une femme morte, mais pas la bonne. Enfin, pas celle qu'on pense. Parce que si c'est vraiment Madame Tunassi qui est décédée, l'épouse légitime de Marcelo, pourquoi alors tout semble avoir été fait pour qu'on n'en garde aucune trace? Une femme est morte, mais pas la bonne. Administrativement, ce n'est pas Madame Tunassi, épouse de Marcelo, qui est décédée, avec tous les droits que ce statut implique. C'est une femme portant uniquement son nom de jeune fille qui est morte, autrement dit, une femme célibataire. Et pourtant, Blanche et Marcelo sont bel et bien congolais, vivant ensemble à Kinshasa, leur pays d'origine. Ils n'étaient pas installés en Turquie, mais seulement en voyage depuis Kinshasa vers Istanbul, soi-disant pour une opération médicale pour Blanche. Même s'ils n'étaient pas installés en Turquie, mais seulement en voyage depuis Kinshasa, tous les éléments administratifs du décès ont été gérés en Turquie. C'est donc la déclaration de décès turc qui fait foi dans cette affaire. Et cette déclaration ne parle ni d'épouse, ni de veuf, ni de mariage. Les conséquences sont immenses. Marcelo n'apparaît nulle part, ni comme mari, ni comme déclarant du décès, ni comme ayant droit. Le certificat de décès ne mentionne pas le nom marital Tunassi. La signature du déclarant est attribuée à un certain ami, en réalité, un inconnu turc employé des pompes funèbres. L'acte de mariage et de fiançailles a disparu. Effacé des dossiers ou volontairement mis de côté, l'enquêteur Colombo est pensif. Et il se dit en lui-même, si c'était vraiment sa femme, pourquoi ce n'est pas lui qui a signé? Et pourquoi on fait disparaître toute trace du mariage? Il y a quelque chose qui colle pas, et je crois que c'est pas un oubli, c'est voulu. Ce que dit la loi turque. En l'absence d'enfants, les parents de la défunte reçoivent 25% de la succession si leur fille est morte en étant mariée. Mais si elle meurt célibataire, comme l'indique l'acte de décès, les droits changent. Les beaux-parents peuvent être exclus de l'héritage. Le raisonnement tordu, mais potentiellement stratégique. Si l'on pousse la logique administrative jusqu'au bout, ce n'est pas Blanche Tunassi qui est morte. C'est Blanche, femme non mariée, sans époux déclaré. Donc Marcelo n'est pas veuf. Oui, vous entendez bien, Marcelo n'est pas veuf. Et s'il n'est pas veuf, il n'a aucune obligation d'héritage envers ses beaux-parents. Il peut même se remarier. Comme si aucun veuvage ne précédait. Le paradoxe devient glaçant, Blanche est morte dans les faits, mais effacée dans son statut conjugal.
Marcelo est non-veuf administrativement, donc libéré de ses devoirs successoraux. Tout cela sans avoir besoin de contester quoi que ce soit, il suffit de laisser le système croire que Blanche était seule, et d'agir ensuite comme si l'histoire avec elle n'avait jamais existé. Ga avec Azalaki Azali te akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zemi pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa mwasite, posa nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutoza na ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. L'inspecteur Colombo, ironique, se dit en lui-même. C'est pas mal joué. Enfin, pour quelqu'un qui veut disparaître légalement de la vie d'un autre. Mais une femme, c'est pas un dossier qu'on classe dans une armoire, surtout quand elle est morte dans l'hypothèse d'une polygamie administrative. Marcelo se retrouve ainsi dans une position juridiquement absurde, mais pratiquement exploitable. Une femme, Blanche, meurt, mais n'est pas reconnue comme son épouse. Il se fiance 3 mois plus tard, puis se remarie officiellement en 2025 avec Esther. Aucune trace d'un état de veuf, aucune mention de Blanche comme épouse décédée. Résultat, sur les registres, c'est comme s'il n'avait jamais été marié. Un homme marié à une femme vivante et à une autre administrativement inconnue. Pourquoi c'est explosif? Pour la famille de Blanche, ils risquent de ne rien recevoir de la succession, alors que la loi leur reconnaît un droit. Pour la justice, si cette stratégie est prouvée intentionnelle, elle pourrait être qualifiée de fraude administrative, voire de fraude successorale. Pour la mémoire de Blanche, elle est littéralement effacée de l'histoire conjugale, comme si son mariage, son engagement, sa vie auprès de Marcelo n'avaient jamais existé. Colombo, en conclusion, se dit « c'est pas juste une histoire d'héritage ou de paperasse, c'est une femme qu'on enterre 2 fois, une fois dans la terre et une fois dans les dossiers. Et moi, ça, j'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça un plan. Justice pour Blanche. » Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 8. Menacée pour avoir voulu savoir, la famille de Blanche sous pression. Disparue 2 fois, la femme, l'épouse et la vérité. L'enquêteur réfléchit à haute voix et se dit « Il y a une chose que je n'aime pas dans cette histoire. On me dit qu'une femme est morte, mais tous les indices mènent à sa disparition avant même sa mort. Elle est morte 2 fois. Cette pauvre Blanche, une fois dans les papiers, une autre dans le silence. Et ça, j'appelle pas ça un simple décès. J'appelle ça une opération. Blanche n'est pas morte en tant qu'épouse. Les papiers officiels turcs la déclarent célibataire. Et pourtant, elle était mariée à Marcelo Tunasi, un soi-disant pasteur bien connu à Kinshasa. Mais aucune trace de ce mariage dans l'acte de décès, ni dans le certificat, ni dans les démarches administratives. Le décès a été enregistré comme celui d'une femme seule, sans nom marital. C'est la déclaration turque qui fait foi, car tout a été géré sur place.
Et donc, Marcelo n'est pas officiellement veuf. Une disparition légale parfaitement orchestrée, l'inspecteur parle à haute voix et se dit « Quand on efface un mariage d'une morte, on efface aussi ses droits et les devoirs du survivant. » Moi je dis, c'est pas une erreur, c'est une stratégie. Marcelo ne doit rien aux parents de Blanche, n'a aucune obligation successorale, peut se remarier librement, sans être vu comme veuf. Et en effet, il s'est remarié peu de temps après, sans opposition légale. Tout a été fait pour que Blanche Tunassi ne soit jamais reconnue comme épouse. Une famille réduite au silence, ou pire. La mère de Blanche, privée d'explication, a bien vu le corps, mais elle a été privée selon la tradition de faire une dernière toilette à sa fille défunte. Elle est également privée de visite de ses petits-enfants. Cela aurait pu la consoler. Elle reçoit des audios WhatsApp de Marcelo, menaçant, plaints d'impolitesse, d'arrogance et de dureté. Et suite à ces choses insoutenables, elle a fait une crise et elle a été hospitalisée de toute urgence. Aussi, le frère aîné, Christophe, vivant en Afrique du Sud, reçoit des menaces de mort, est suivi, épié, harcelé par des inconnus. Quand ceux qui cherchent la vérité sont traqués, c'est qu'elle vaut cher, peut-être plus cher que la vie. Christophe prend la parole, et c'est un tournant. Malgré les risques, Christophe, le frère de Blanche, parle publiquement. Il accuse Marcelo d'avoir assassiné sa sœur. Il déclare même que le corps de Blanche, rapatrié à Kinshasa, est arrivé sans ses organes. Il soupçonne un trafic d'organes en Turquie. Mais il va plus loin encore. Il affirme que Marcelo n'aimait pas que les femmes, mais qu'il aura entretenu une relation homosexuelle extra-conjugale. Pour Christophe, le mobile du crime serait lié entre autres choses à une double vie que Blanche aurait découverte. Colombo parle d'une voix grave. J'ai vu des veuves tristes, des veuves détruites, mais des conjoints qui effacent la mémoire de l'autre, qui insultent la mère, qui menacent le frère et changent de vie sans regard en arrière. Ça, j'appelle ça un scénario. Et quand le mort gêne, souvent, c'est qu'il savait quelque chose. 6. Silence, menace, falsification. Une équation morbide. Pas d'autopsie. Certificat de décès douteux. Absence de statut marital. Aucune explication médicale claire. Pression sur la famille. Droits successoraux escamotés. Et surtout, un témoin clé, aujourd'hui menacé, qui a peut-être dit tout haut ce que Blanche avait découvert tout bas. Conclusion de Colombo, un homme qui gagne tout à perdre sa femme, une famille qu'on menace pour l'empêcher de parler, un corps vidé de ses organes, et une vérité qu'on enterre plus profondément que le cercueil. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi j'appelle ça un crime, et je compte bien le résoudre. Cette enquête est menée pour la gloire de Dieu et pour la justice de maman Blanche et de sa famille. Blanche et Marcelo. L'enquête. Partie 9. Les derniers mots de Blanche, ce que les audios révèlent. Maman, je suis fatigué, je veux partir. Ces mots, murmurés dans un message audio, 24 heures avant sa mort, résonnent aujourd'hui comme le cri d'alarme d'une femme à bout, enfermée dans un foyer toxique, suppliant sa mère de comprendre ce qu'elle vit, sans pouvoir tout dire. Un audio glaçant, publié après le remariage de Marcelo. C'est après le remariage de Marcelo avec Esther, en 2025,
que des audios bouleversants ont été rendus publics par la famille de Blanche. Pourquoi maintenant? Parce que Marcelo refusait de répondre aux questions fondamentales posées depuis le décès. Dans l'un de ces audios, Blanche s'exprime en lingala à sa mère. On y entend sa lassitude profonde, son besoin de se confier, son envie de s'échapper d'une vie conjugale épuisante. Ces mots sont empreints de douleur, mais aussi de résignation. Elle évoque la violence psychologique, l'humiliation et l'absence d'amour réel dans sa relation. Une femme brisée, piégée. Les documents et témoignages révèlent que Blanche parlait depuis plus de 2 ans de vouloir divorcer, mais se retenait pour ses enfants, notamment le dernier, encore en bas âge. Elle restait, mais à quel prix? Elle décrit un homme qui l'a trompée, qui avait selon ses propres découvertes des relations homosexuelles et dont le comportement avait changé après une initiation dans une loge maçonnique, probablement en Belgique. Des sources indiquent que cette initiation s'accompagnait de pratiques obscures, rapports avec des hommes puissants, rituels secrets, manipulation psychologique. Blanche le savait, elle avait vu des choses dans le smartphone de Marcelo qu'elle n'aurait pas dû voir, et elle voulait partir. Mais elle se sentait prise au piège. Une mère insultée, une épouse rejetée. L'audio et les témoignages recoupés révèlent aussi une scène choquante. Les parents de Marcelo auraient traité Blanche de prostituée devant leur propre fils. « Je n'ai rien fait. Pourquoi il me traite ainsi ?» dit-elle à sa mère. Blanche subissait l'humiliation jusque dans sa belle famille, sans protection, sans justice, sans compassion. Ce harcèlement psychologique l'a conduite à une détresse morale profonde que personne, semble-t-il, n'a voulu entendre. Une veuve invisible, une famille bâillonnée. Depuis la mort de Blanche, sa mère est privée de voir ses petits-enfants. Marcelo reste silencieux sur les circonstances précises du décès. Le certificat de décès est truffé d'anomalies. Aucune autopsie, aucune plainte, aucune enquête, et ceux qui posent des questions sont aujourd'hui intimidés, menacés. Christophe, le frère de Blanche, résidant en Afrique du Sud, a reçu des appels suspects, vu des individus rôder autour de chez lui et vite aujourd'hui dans la peur. Il faut que la vérité sorte. Je suis prêt à mourir pour que ma sœur ne soit pas enterrée 2 fois. Et si ce n'était pas un hasard, Blanche, en tant qu'épouse, n'est pas reconnue administrativement comme telle dans l'acte de décès. Pas de nom marital, pas de mention de son mari. Un ami inconnu signe à la place. Tout semble préparé pour effacer ses droits, effacer sa mémoire, effacer son histoire. Quand le silence devient stratégie, je vais faire en sorte que personne ne sache, aurait confié Marcelo selon des témoignages indirects. Et c'est ce qui semble se passer. Marié 3 mois après la mort de Blanche. Aucun devis visible, aucune réponse à la douleur des proches. Un effacement progressif, stratégique, administratif et moral. L'enquêteur Colombo, assis dans son fauteuil, allume un cigare imaginaire, regarde le dossier, puis lâche calmement. Quand une femme meurt dans le silence, ce n'est pas toujours le cœur qui a lâché. Parfois, c'est le monde autour qui l'a fait taire. Ce qui me tracasse, voyez-vous, c'est que personne ne cherche à comprendre ce qu'elle disait quand elle était encore vivante. Blanche avait une voix. Elle l'a laissée dans ses messages. À nous de ne pas l'enterrer avec elle. Témoignez si vous avez connu Blanche.
Justice pour Maman Blanche et sa famille. Blanche et Marcello. L'enquête. Partie 9. Les derniers mots de Blanche. Ce que les audios. Blanche et Marcello. L'enquête. Partie 10. Héritage, réseau et bulldozer politique. Le calcul froid derrière la mort de Blanche. Un deuil sous haute surveillance. Le décès de Blanche n'a pas seulement été entouré d'incohérences administratives, de documents suspects et de silence gênants. Il a aussi été placé sous le sceau d'un contrôle politique et social, comme si tout devait être verrouillé du début à la fin. Selon Christophe, son grand frère, la famille de Blanche a été écartée de l'organisation des funérailles. Marcello a pris les commandes, soutenu par des autorités haut placées, jusqu'à ce que la cérémonie ait lieu dans le grand stade de Kinshasa, en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le président lui-même aurait publiquement pris Marcello dans ses bras, légitimant ainsi son image et renforçant son intouchabilité. Colombo, carnet à la main, murmure à voix basse. Un mari soupçonné par la belle famille, mais porté en triomphe par le président, ça arrive pas tous les jours. Ou alors, c'est que le gars connaît du monde, du très haut monde. Le mobile successoral qui se précise. Rappelons-le, administrativement, Blanche n'est pas morte comme épouse, mais comme femme célibataire. Conséquence directe, Marcello n'apparaît pas comme veuf. Aucun devoir légal de reverser 25% de l'héritage aux parents de Blanche. Liberté totale de se remarier rapidement, sans conflit successoral. Et même s'ils n'étaient pas installés en Turquie, mais seulement en voyage depuis Kinshasa, tous les éléments administratifs du décès ont été gérés en Turquie. C'est donc la déclaration turque qui fait foi dans cette affaire. Quand on ajoute à cela un réseau politique et possiblement maçonnique derrière lui, l'hypothèse du calcul devient glaçante. 3 choses ressortent fortement. Effacer Blanche administrativement comme épouse. Contrôler les obsèques pour éviter toute contestation publique. S'appuyer sur des alliés puissants pour étouffer les voix gênantes. Un bulldozer contre la vérité. Christophe parle quasiment d'un bulldozer en phase 2. Impossible pour la famille de parler, d'intervenir, ou même d'obtenir des documents élémentaires. Pas de papiers médicaux complets, pas de passeport ni de visa pour retracer les voyages exacts de Blanche. Aucun accès au dossier hospitalier détaillant les raisons et conditions de l'opération en Turquie. Colombo se gratte la tête, l'air pensif. Quand on doit se battre pour avoir le passeport d'une morte, c'est qu'il y a des tampons là-dedans que quelqu'un n'a pas envie de voir apparaître. Le réveil tardif de la famille, ce n'est qu'après le recul de certaines protections et surtout le remariage de Marcello que la famille a pu prendre la parole. Ils ont utilisé TikTok, YouTube et les réseaux sociaux, s'alliant avec des influenceurs pour raconter leur version des faits. Peu à peu, une communauté congolaise et internationale s'est mobilisée, réclamant la vérité, les vraies causes du décès, les documents administratifs et médicaux, la lumière sur le rôle des autorités et sur l'étrange absence du statut marital dans l'acte de décès. Pourquoi cette enquête est explosive? Elle relie le mobile financier, héritage et suppression des droits des beaux-parents, à un réseau de protection politique et maçonnique, capable de neutraliser toute contestation. Et elle révèle que la vérité n'a commencé à émerger qu'après un long silence imposé, brisé par la pression populaire et médiatique. Colombo, refermant son carnet, lâche doucement. Parfois, c'est pas la mort qui est suspecte,
c'est le silence qui l'entoure. Et dans ce dossier, il y a eu trop de silence. Trop longtemps, pour la gloire de Dieu, pour la justice de Maman Blanche et de sa famille. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 11. Le double effacement des registres officiels aux réseaux sociaux. Colombo referme un vieux dossier, l'air pensif. Vous savez, madame, les histoires, elles ne meurent pas toujours avec les gens. Parfois, elles meurent quand on décide d'effacer les photos. Le constat glaçant. Après l'effacement administratif de Blanche, disparu des actes de mariage, des certificats officiels et des documents successoraux, un deuxième effacement, plus silencieux, mais tout aussi brutal, s'est opéré. L'effacement de sa mémoire publique. Sur Instagram, Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Le nom marital de Blanche a disparu. Elle n'est plus Madame Tunassi, juste son nom de jeune fille. Sur Facebook et autres réseaux, toutes les photos du couple ont été supprimées. Même celles qui, pendant des années, avaient été montrées comme l'exemple d'un mariage heureux et béni. Pour un observateur extérieur, c'est comme si Blanche n'avait jamais existé aux côtés de Marcelo. Le poids psychologique et social des mémoriaux numériques. En psychologie sociale, les photos et publications passées sont souvent considérées comme des mémoriaux numériques. Elles témoignent d'une vie partagée, d'un lien qui a existé, et deviennent parfois le seul fil qui relie encore le défunt à la mémoire collective de ses proches et de la communauté. Elles ne sont pas de simples images, elles sont des repères émotionnels, des preuves visuelles que cette personne a existé, aimé, été aimé. Les supprimer revient, symboliquement, à effacer un pan entier de son histoire. Elles permettent aux proches, amis et communautés de se souvenir, d'honorer et de faire leur deuil. Dans bien des cultures, toucher à ces traces est vécu comme une profanation de la mémoire, surtout lorsque le décès est récent, tragique ou entaché de zones de nombre. Même en cas de remariage, beaucoup de veufs et veuves conservent ces traces par respect ou par devoir de mémoire, surtout lorsque la mort a été tragique et publique. Dans les rares cas où ces traces disparaissent, c'est généralement après un divorce amer où l'on veut couper tous les liens émotionnels visibles, ou lorsqu'on souhaite contrôler le récit et réécrire l'histoire aux yeux du public. Le geste de Marcelo, vu sous cet angle, s'éloigne du comportement habituel d'un veuf et s'apparente davantage à une volonté de gommer toute trace de ce mariage, jusque dans la mémoire collective. Une continuité troublante avec l'effacement administratif.
Ce n'est pas un acte isolé. Il fait écho à ce que nous avons déjà vu dans les enquêtes précédentes. Effacement administratif, acte de décès sans nom marital, disparition des documents de mariage et de fiançailles, tiers inconnu pour signer le décès. Effacement mémoriel, suppression des images, retrait du nom marital sur les réseaux sociaux. Colombo note dans son carnet « Effacer des papiers, c'est compliqué, mais effacer des photos, c'est encore plus simple. Et parfois, c'est même plus efficace. » Les implications morales et spirituelles. Marcelo n'est pas un homme anonyme. C'est un pasteur, leader spirituel, censé incarner la morale, l'éthique et le respect de la mémoire des défunts. Dans ce rôle, le minimum moral attendu serait de préserver l'honneur de celle qui fut son épouse devant Dieu, en gardant les traces publiques de ce lien, tout en avançant avec sa nouvelle vie. Or, ici, le choix a été l'inverse, effacer toute trace visuelle de l'ancienne vie conjugale, réécrire la vitrine publique comme si elle n'avait jamais existé. Pour beaucoup, ce geste n'est pas seulement étrange, il est profondément irrespectueux envers la mémoire de Blanche. Conclusion. Si l'on suit le fil des faits, depuis le début, effacement administratif, et donc Blanche n'existe plus légalement comme épouse. Effacement mémoriel, et donc Blanche n'existe plus publiquement comme épouse. En apparence, c'est juste une mise à jour des réseaux sociaux. En réalité, c'est peut-être la dernière étape d'une stratégie globale d'effacement où la mémoire numérique vient compléter la disparition légale. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 12. Procès ou intimidation. Quand la vérité dérange, on attaque. Colombo, carnet à la main, lève un sourcil. Un gars sûr de lui, il vous invite à discuter. Un gars pas tranquille, il vous envoie ses avocats. Les faits. Ces dernières semaines, Marcelo a franchi un nouveau cap. Il a engagé des avocats. Il annonce vouloir porter plainte contre plusieurs influenceurs, notamment celle qui a interviewé Christophe, le frère de Blanche, depuis l'Afrique du Sud. Il vise aussi ceux qui relaient nos enquêtes sur TikTok et YouTube. L'objectif affiché ? Défendre son honneur et sa réputation. L'objectif implicite ? Faire taire les voix gênantes qui creusent trop profond dans le dossier. Ce que dit la loi ? Oui, il est juridiquement possible de porter plainte pour diffamation. Mais la loi est claire. Encore faut-il prouver que les propos sont à la fois faux, ce qui est difficile si les éléments sont sourcés et factuels, malveillants, c'est-à-dire prononcés dans l'intention de nuire. Et il existe deux grandes protections pour ceux qui enquêtent. L'exception de vérité. Si ce qui est dit est vrai et prouvé, la diffamation n'existe pas. L'intérêt public et la bonne foi. Quand on agit pour informer sur une affaire grave, notamment un décès suspect, on bénéficie d'une forte protection. L'analyse stratégique. Dans des affaires similaires, les menaces de procès sont souvent une arme psychologique. Elles visent à intimider et à dissuader de continuer à parler. Mais il y a un revers de la médaille. Ouvrir un procès, c'est prendre le risque que des documents soient versés au dossier. C'est exposer ses propres incohérences en public. Et c'est donner encore plus de visibilité à l'affaire. Colombo, l'air amusé. Un procès, c'est comme une partie de poker. Faut être sûr de sa main. Parce que si t'as du vent, ça finit mal. Rappel des enquêtes précédentes. Depuis le début, nos investigations ont mis en lumière des incohérences administratives sur l'acte de décès, enquête 7. Des dissimulations concernant le mariage et le statut marital de Blanche, enquête 6 et 7. Des menaces
et pression sur la belle famille. Enquête 8 et 10. Des révélations audio bouleversantes sur les derniers jours de Blanche. Enquête 9. Une stratégie d'effacement numérique de son existence. Enquête 11. En conclusion, porter plainte, dans ce contexte, n'est pas seulement un acte juridique. C'est un geste politique et médiatique. Si c'est un pistolet pour faire taire, ça peut aussi devenir un boomerang qui ramène au grand jour ce qu'on voulait cacher. Colombo, refermant son carnet. Moi, je dis, parfois, c'est pas les enquêteurs qui devraient avoir peur du tribunal. C'est ceux qui les y traînent. Justice pour Maman Blanche et sa famille, mais aussi pour la gloire Dieu. Blanche et Marcelo. L'enquête. Partie 13. L'amour avant le deuil. La rencontre miracle qui ne colle pas. Le récit officiel. Après son mariage avec Esther, Marcelo a affirmé publiquement qu'il ne l'avait connue qu'après plus de 3 mois suivant le décès de Blanche. Selon lui, c'est le pasteur Ézéchiel de Montréal qui lui aurait donné le numéro d'Esther pour le soutenir dans son épreuve. Leur relation aurait commencé par WhatsApp et téléphone uniquement, sans rencontre physique. Esther, touchée par son histoire, l'aurait aidé à se relever, à s'occuper des 4 enfants laissés par Blanche et à retrouver goût à la vie. Un récit émouvant, calibré pour toucher l'opinion publique et les fidèles. Un veuf effondré, sauvé par une rencontre providentielle. Mais les faits racontent autre chose. Les traces laissées sur les réseaux sociaux dessinent un scénario bien différent. Des photos et vidéos publiques montrent qu'Esther et Marcelo se connaissaient et se fréquentaient avant le décès de Blanche, y compris lors d'événements au Canada et à Kinshasa. Sur le compte Instagram d'Esther, on a vu qu'en septembre 2024, soit 3 mois après la mort de Blanche, elle portait déjà une bague à l'annulaire gauche, signe probable de fiançailles ou de mariage religieux discret. Ces images ont ensuite été supprimées, tout comme de nombreuses publications anciennes de Marcelo, effaçant toute preuve visuelle d'une relation antérieure au deuil et sans douce. Plusieurs témoignages confirment qu'Esther était déjà physiquement présente dans l'entourage de Marcelo, bien avant juin 2024. Le passé qui dérange. Bien avant son décès, Blanche avait confié à sa mère vouloir divorcer, épuisée par la relation toxique. Elle avait aussi découvert que Marcelo entretenait des relations avec des hommes, ce qu'elle liait à son initiation supposée dans une loge maçonnique. Des relations avec d'autres femmes, dont une qui se faisait passer pour folle, afin de rester proche de lui, jusqu'à vivre temporairement dans leur maison. Cette femme, ou peut-être Esther elle-même, hypothèse encore à confirmer, aurait été surprise par Blanche dans des postures intimes avec Marcelo. Colombo, carnet en main, parlant à voix basse. Alors, il nous joue le veuf inconsolable qui rencontre l'âme sœur par hasard. Mais en fouillant un peu, on trouve des bagues, des voyages, des photos et des témoins qui parlent d'avant. C'est pas un conte de fées. C'est un scénario qui a été réécrit. Pourquoi cette version officielle? Construire une histoire où Esther arrive après la mort de Blanche permettait à Marcelo de pas 1. Éviter le soupçon d'infidélité ou de trahison envers la mémoire de Blanche. 2. Rendre son remariage moralement acceptable aux yeux de l'Église et de ses fidèles. 3. Contrôler le récit et faire oublier les contradictions chronologiques. Mais les archives numériques, les témoignages et les suppressions suspectes laissent penser que la vérité est tout autre. Ce que l'enquête révèle. Le soutien providentiel d'Esther est probablement un amour ancien, soigneusement maquillé. Les suppressions massives de photos et publications montrent une volonté claire de réécrire l'histoire. La narration publique s'oppose frontalement aux faits observés sur le terrain et en ligne. Colombo, refermant son carnet avec un sourire en coin. Dans une vraie histoire d'amour, on n'a pas besoin d'effacer le passé. Sauf quand ce passé contredit la version qu'on raconte. Justice pour Maman Blanche et sa famille. Et que justice soit faite pour la gloire de Dieu. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 14.
Le corps de Blanche est l'ombre du trafic d'organes, un cercueil qui cache un secret. Un soupçon déjà formulé, mais jamais creusé. Dans l'enquête 8, nous avions relayé les accusations de Christophe, le frère de Blanche, affirmant que les organes de sa sœur auraient été retirés et revendus en Turquie. À l'époque, cette hypothèse pouvait sembler extrême, mais en y regardant de plus près, le mobile financier est non seulement plausible, il est potentiellement colossal. Le marché noir des organes, des tarifs qui donnent le vertige, selon l'OMS, Interpol et plusieurs ONG spécialisées, voici les prix moyens observés sur le marché noir. Un rein, jusqu'à 150 000 €. Un foie ou partie de foie, 100 000 à 200 000 €. Une cornée, 25 000 €. Un cœur, 500 000 € et plus. Un corps humain complet, prélevé pour ses organes vitaux, peut ainsi rapporter plusieurs millions d'euros à un réseau bien organisé. Selon Christophe, le grand frère de Blanche, un ami présent devant le cercueil, aurait relevé discrètement le couvercle et aurait discerné avec son œil professionnel que les organes vitaux de Blanche avaient été retirés. Cette révélation a été faite lors d'une interview depuis l'Afrique du Sud avec une influenceuse. Un hôpital ou juste une façade? Un élément étrange vient renforcer les soupçons. Le médecin, présenté comme celui qui aurait opéré Blanche, s'est mis à pleurer en annonçant sa mort à Marcelo. Or, dans le milieu médical, la déontologie et l'éthique imposent généralement une certaine distance émotionnelle. Il est donc rare qu'un chirurgien se laisse aller à un tel comportement, surtout face à un client plus qu'à un proche. Ce détail alimente l'idée que Blanche n'aurait peut-être jamais été réellement opérée dans cet hôpital et que l'annonce de décès n'était qu'une mise en scène. Colombo, parlant tout bas, griffonnant dans son carnet. Un médecin qui pleure devant un pasteur, un corps rapatrié en 48 heures et des organes disparus. Ça commence à sentir le réseau huilé, pas la procédure standard. Le réseau d'influence. Marcelo lui-même a reconnu publiquement, depuis la chaire de son église, que le médecin l'avait aidé à tout faire rapidement pour rapatrier le corps. Ses propres mots: quand on a un réseau et de l'argent, on n'a pas besoin d'attendre à 15 jours. En 48 heures, tout peut être réglé. Dans les cercles maçonniques et politiques, il est fréquent que des personnalités haut placées, médecins, avocats, pasteurs, hommes politiques, s'entraident pour accélérer ou dissimuler certaines procédures. Ce service express pourrait bien être la clé de la disparition d'éléments essentiels à l'enquête, comme un ADN, les documents médicaux complets. 2. Les preuves du séjour réel de Blanche dans cet hôpital. La liste des interventions pratiquées sur elle. Une famille tenue à l'écart. Le plus choquant reste la mise à l'écart total de la famille. Ils ont appris le décès comme de simples inconnus, sans avertissement préalable. Aucune consultation sur le processus médical, ni sur la question du retrait d'organes. Aucun accès au corps avant le rapatriement. Dans de nombreux pays, prélever des organes sans consentement familial est illégal, sauf dans le cadre d'un don explicite, ce qui n'est pas le cas ici. Pourquoi c'est grave? S'il est prouvé que Blanche a été privée de ses organes sans autorisation, cela constituerait un crime. Si ce prélèvement a été couvert par des réseaux médicaux et politiques, l'affaire prendrait une dimension
internationale. Et si la famille a été tenue à l'écart justement pour éviter toute contestation, alors nous ne sommes plus face à une simple négligence, mais à une opération planifiée. Colombo, refermant son carnet, le regard sombre. On dit que les morts parlent pas, mais là, c'est le corps et le sang de Blanche qui crient « justice ». Et si on l'écoute bien, il dit qu'on lui a volé plus que la vie. Et elle expliquerait pourquoi, dès le départ, la version officielle a été verrouillée, les documents dissimulés et les proches écartés. Justice pour Maman Blanche et sa famille, pour la gloire du Dieu vivant. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 15. Le cercueil, la poitrine et les organes manquants. Deux visions, une même vérité possible. La mort de Blanche continue de révéler ces zones d'ombre. Cette fois, deux témoignages semblent, à première vue, se contredire. Mais en réalité, ils pourraient raconter la même histoire. Deux témoins, deux visions. Sylvie, la grande sœur de Blanche. Lors de la cérémonie, elle confirme avoir vu le corps de Blanche dans le cercueil, jusqu'à la hauteur de la poitrine. Pour elle, rien ne laissait présager un corps incomplet. « J'ai vu ma sœur, son visage, son buste. Elle était là. » L'ami professionnel de Christophe, le grand frère de Blanche, en soulevant discrètement le dessus du cercueil, il affirme avoir constaté que certains organes vitaux étaient manquants. Selon lui, Blanche avait été victime d'un prélèvement post-mortem. Contradiction ou complément d'enquête. À première lecture, ces deux versions semblent s'opposer. Mais si l'on se penche sur les pratiques médico-légales et funéraires, on découvre que il est parfaitement possible de présenter un corps habillé ou recousu de manière à masquer un prélèvement d'organes internes. Le visage, le cou et la partie supérieure du buste peuvent paraître intacts, tandis que l'intérieur du thorax ou de l'abdomen a été vidé et comblé avec des matériaux de substitution. Un observateur non averti, comme un proche en deuil, ne remarquera souvent rien, surtout si le corps est exposé partiellement et habillé. Colombo, tirant sur son cigare, laisse échapper doucement. Si vous voulez cacher qu'un moteur manque sous le capot, vous laissez la carrosserie fermée et brillante. C'est tout. Le doute persiste, faute d'autopsie. Dans le cas de Blanche, autopsie indépendante n'a été réalisée pour confirmer ou infirmer ces accusations. La famille n'a jamais pu obtenir le dossier médical complet, ni les rapports hospitaliers de Turquie. Le corps a été rapatrié en un temps record, 48 heures, grâce, selon Marcelo, à son réseau et à des amis dans l'hôpital. Pourquoi garder cette piste ouverte? Rappelons que le trafic d'organes est une réalité bien documentée dans certaines régions. Les prix pratiqués sur le marché noir peuvent atteindre un rein jusqu'à 150 000 $, un foie partiel 100 000 à 200 000 $, une cornée 25 000 $, un cœur 500 000 $ et plus. Une telle manne financière pourrait représenter un mobile puissant pour ceux qui, dans l'ombre, profitent des morts à l'hôpital. Conclusion. Les témoignages de Sylvie et de l'ami de Christophe ne s'excluent pas. L'une a vu ce qu'on voulait bien lui montrer. L'autre a peut-être aperçu ce que certains auraient voulu cacher. Tant qu'aucune expertise médico-légale indépendante n'aura été menée, le mystère reste entier et la piste du trafic d'organes demeure ouverte. Que justice soit faite pour Maman Blanche et sa famille, et aussi
pour la gloire du Dieu vivant et vrai. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 16, la ligature. Une opération médicale ou un acte de contrôle sur Blanche. Une intervention définitive, un choix irréversible. La ligature des trompes est une opération chirurgicale visant à rendre une femme stérile de manière permanente. C'est un geste médical lourd qui n'a de sens que lorsqu'il est librement consenti, en toute connaissance de cause et sans pression extérieure. Dans le cas de Blanche, plusieurs éléments suscitent le doute. Marcelo a présenté différentes versions sur les raisons de l'hospitalisation de sa femme, allant d'un simple contrôle de santé à une petite ligature. Aucune preuve médicale claire n'a été fournie à la famille. Le contexte conjugal était déjà tendu, avec des envies de divorce exprimées par Blanche depuis plusieurs années. Le paradoxe spirituel. Marcelo n'est pas n'importe quel époux, il est pasteur. Dans la théologie évangélique qu'il prêche lui-même, les enfants sont un don souverain de Dieu. Un couple chrétien est encouragé à laisser Dieu décider du nombre d'enfants. La Bible montre que Dieu donne parfois des enfants à des femmes stériles ou ménopausées, en réponse à la prière. En ce sens, demander ou encourager une ligature, c'est fermer une porte que Dieu seul est censé pouvoir fermer. Pour un pasteur, ce choix va à l'encontre de la confiance absolue en Dieu qu'il enseigne à ses fidèles. Cela soulève une question profonde. Comment concilier un tel acte avec la foi qu'il proclame? 4 enfants et une condamnation définitive à ne plus enfanter. Blanche et Marcelo avaient ensemble 4 enfants, dont le dernier était encore un bébé au moment du décès de Blanche. Elle avait seulement 38 ou 39 ans. Dans des conditions normales, elle aurait pu avoir d'autres enfants, avec Marcelo, ou avec un autre mari si elle avait refait sa vie. Si elle voulait divorcer, comme elle l'avait exprimé, une ligature lui aurait fermé cette possibilité pour toujours. Cela peut être interprété comme une manière de limiter son avenir personnel et familial. Un acte de contrôle durable sur son corps et ses choix futurs. Consentement ou influence? La vraie question est, Blanche voulait-elle réellement cette opération? Les témoignages de ses proches laissent entendre qu'elle vivait sous forte emprise psychologique et spirituelle. Dans ce contexte, un accord n'est pas forcément synonyme de liberté réelle. Un consentement obtenu dans un climat de manipulation ou de peur n'est pas un vrai consentement. Une contradiction majeure dans les explications. Marcelo a déclaré à un moment qu'il avait dû se rendre rapidement en Turquie pour signer des papiers d'autorisation pour l'opération. Mais pourquoi une telle formalité pour une intervention bénigne et programmée? Cela soulève d'autres hypothèses. L'opération était en réalité plus lourde que ce qui a été dit. Les papiers signés ne concernaient pas uniquement une ligature. Conclusion provisoire. Cette piste révèle un triple problème. Sur le plan spirituel, un choix en contradiction avec les valeurs qu'il enseigne. 2. Sur le plan personnel, un geste qui pouvait limiter l'avenir de Blanche sans retour possible. 3. Sur le plan judiciaire, une incohérence dans les versions données, renforçant les zones d'ombre autour de sa mort. Colombo, refermant son carnet. Quand un mari pasteur prêche la foi, mais programme la stérilité de sa femme, moi j'appelle pas ça de la confiance en Dieu. J'appelle ça du contrôle. Justice pour maman Blanche et sa... Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 17. Le BL, la chirurgie esthétique et la perte des valeurs d'un pasteur. Dès que le décès de Blanche en Turquie a été annoncé, beaucoup ont immédiatement pensé aux fameuses opérations chirurgicales de type BBL, en anglais, Brazilian Butt Lift, et à d'autres interventions esthétiques pratiquées massivement dans ce pays. Ces opérations qui visent à affiner la taille, sculpter le corps et accentuer les formes sont recherchées par celles qui veulent correspondre à un idéal physique ultra sexualisé. Le point de départ, une rencontre qui a marqué Marcelo. Ce n'est pas le second pasteur de l'église de Marcelo qui lui a parlé directement de chirurgie esthétique,
mais son épouse. Lorsqu'il l'a revue, Marcelo a été frappé par son changement physique. Il l'a trouvée métamorphosée par rapport à avant. Il a exprimé à quel point il la trouvait très belle désormais. Face à son étonnement, la femme a expliqué qu'elle avait subi une opération esthétique en Turquie et lui a proposé de lui transmettre les coordonnées de son chirurgien. Ce moment pourrait être l'un des déclencheurs ayant poussé Marcelo à envisager, voire à imposer, à Blanche un voyage pour subir à son tour des interventions esthétiques. Quand le rôle spirituel s'efface derrière les désirs charnels, pour un pasteur, le corps est censé être un temple que l'on respecte tel que Dieu l'a créé. Modifier ce corps pour satisfaire des désirs personnels ou des standards mondains s'oppose directement aux enseignements bibliques de gratitude, de contentement et de soumission à la volonté divine. Or, dans cette affaire, les témoignages décrivent un Marcelo obsédé par l'idée de transformer sa femme, plus fine, plus sexy, plus présentable aux yeux de ses pairs et de son entourage. Ses attentes ne relevaient plus d'un choix conjugal équilibré, mais d'une pression croissante et persistante, des pulsions incontrôlées. Cette rencontre avec l'épouse du second pasteur semble avoir réveillé ou amplifié ses désirs sexuels débridés. Plusieurs sources affirment que Marcelo était devenu presque incontrôlable dans son couple, rendant la vie conjugale de Blanche oppressante et marquée par des exigences physiques et sexuelles éloignées des valeurs qu'il prêchait publiquement Colombo, en coinçant un stylo derrière son oreille. Un pasteur qui rêve d'une femme sur mesure, c'est plus un berger, c'est un sculpteur, et pas du genre que le bon Dieu valide. La contradiction avec la foi qu'il proclamait. Si Blanche, 38 ou 39 ans, avait encore potentiellement la possibilité d'avoir d'autres enfants, une opération comme une ligature ou des transformations physiques lourdes venaient fermer cette porte définitivement. Cela contredisait sa liberté personnelle et l'espérance biblique selon laquelle Dieu peut encore donner des enfants, même contre toute attente. Des pistes à creuser. Certains affirment que Blanche serait partie en Turquie pour subir un nouveau BBL ou affiner ses bras, ou encore pour un simple voyage shopping afin de renouveler sa garde-robe. Aucune preuve définitive n'a été rendue publique, notamment faute d'un acte de décès détaillé et transparent. Pourquoi cette enquête est capitale? 1. Elle met en lumière l'influence néfaste qu'un leader religieux peut exercer sur la vie et le corps de son épouse. 2. Elle révèle l'abandon progressif de ses valeurs spirituelles au profit de ses désirs personnels. Elle interroge sur la nature réelle du voyage en Turquie et sur les causes exactes du décès. Justice pour Maman Blanche et sa famille, et justice pour la gloire du Dieu vivant et vrai. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 18. Le visage noir de Blanche. La vision qui interroge. Le témoignage de Sylvie, la sœur de Blanche, apporte un élément troublant qui pourrait éclairer les zones d'ombre autour du décès. Elle raconte que, lors de la deuxième fois où elle a vu le corps, juste avant l'enterrement, elle a été frappée par un détail glaçant. Le visage de Blanche était devenu entièrement noir. Un œil était fermé, l'autre semblait pleurer, comme si une larme coulait encore. En médecine légale, cette coloration noirâtre ou bleu foncé du visage, associée à un œil qui semble pleurer, peut avoir plusieurs causes. Une asphyxie mécanique qui provoque une stase sanguine et une cyanose intense,
peau qui devient bleu sombre à noir. Une compression du visage ou des voies respiratoires, parfois accompagnées de petites hémorragies dans les yeux, donnant l'impression d'un œil humide. Une possible congestion post-mortem due à la position du corps avant sa mise en cercueil. La piste de l'étouffement. Plusieurs personnes affirment avoir reçu en songe la vision de Marcelo plaquant un oreiller sur le visage de Blanche dans un lit. Ces songes, rapportés indépendamment par 2 ou 3 témoins, décrivent une méthode d'étouffement qui correspond aux signes observés. Visage sombre, île pleurant, absence de plaies visibles. En combinant les deux, le témoignage de Sylvie, élément concret, les songes concordants, éléments spirituels et circonstanciels, on obtient une hypothèse qui, sans être une preuve judiciaire, devient un faisceau de présomption. Pourquoi c'est important? Si l'asphyxie par oreiller est la cause, cela expliquerait l'absence de traces externes visibles, aucune blessure ouverte. Le changement de couleur du visage entre la première et la deuxième vision du corps. Le comportement suspect de ceux qui ont voulu éviter toute autopsie ou analyse approfondie. Colombo, griffonnant dans son carnet, murmure, un visage qui s'assombrit, un œil qui pleure, et des songes qui disent tout la même chose. Soit c'est un hasard cosmique, soit c'est la vérité qui cherche à remonter à la surface. Entrons maintenant dans notre annexe médico-légale. Pourquoi un visage devient noir et un œil pleure après un étouffement? En médecine légale, les signes décrits par Sylvie, visage noirâtre et un œil semblant pleurer, peuvent s'expliquer par plusieurs phénomènes liés à une asphyxie mécanique, étouffement. 1. Cyanose et stase sanguine. Lorsqu'on prive le cerveau et le corps d'oxygène, le sang veineux s'accumule dans la tête, la peau prend une couleur bleu sombre à noirâtre. Ce phénomène est typique d'un blocage brutal des voies respiratoires, oreiller, main, objet. Pétéchise oculaire et écoulement post-mortem. Une pression sur le visage ou le cou provoque souvent de minuscules hémorragies dans la conjonctive, partie blanche de l'œil. Cela peut donner l'impression qu'un œil est humide ou pleure. Parfois, un liquide clair ou légèrement teinté s'écoule naturellement après la mort à cause de la pression intracrânienne. Position du corps avant la mise en cercueil. Si le corps est resté longtemps, la tête inclinée ou comprimée, la gravité entraîne un afflux de sang vers le visage et les yeux. Ce livor mortis, lividité cadavérique, accentue encore la couleur sombre. À retenir, la combinaison visage noir plus œil humide est fréquente dans les cas d'asphyxie. Ce type de signe ne se produit pas lors d'un simple décès naturel sans compression. L'absence d'autopsie et l'empressement à enterrer le corps empêchent toute confirmation scientifique. Colombo, refermant son carnet. Quand un visage raconte une histoire, mais qu'on l'enterre trop vite, c'est souvent qu'il y avait un chapitre de trop. Justice pour Maman Blanche et sa famille, et justice pour la gloire du Dieu vivant et vrai. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 19. Le détour par Bruxelles. Une injection avant la mort. Depuis le début, tout semblait se concentrer sur la Turquie. Mais un nouvel audio de la mère de Blanche change radicalement la donne. Elle y révèle que sa fille n'a pas voyagé directement vers la Turquie, mais qu'elle est d'abord passée par la Belgique, où elle aurait été prise en charge par un pasteur du réseau de Marcelo. 1. L'étape cachée de Bruxelles.
Blanche aurait été accueillie par le pasteur Joseph, responsable de la branche bruxelloise de l'église de Marcelo. C'est là, selon la mère, qu'une injection suspecte lui aurait été administrée. Était-ce un traitement médical ou une substance destinée à affaiblir son organisme avant l'étape suivante? Colombo, notant dans son carnet une injection en escale, ce n'est pas banal, on ne soigne pas entre deux avions. On prépare. 2. L'arrivée en Turquie sous le contrôle du pasteur Daniel. Depuis Bruxelles, Blanche a embarqué pour la Turquie. À son arrivée, elle a été prise en charge par le pasteur Daniel, figure liée à la branche de l'église de Marcelo à Montréal. Selon la mère de Blanche, cet homme nourrissait depuis longtemps un profond mépris pour la famille. Il aurait tenu des propos durs, parlant d'eux comme de pauvres chiens, de pauvres gens, affichant un dédain inquiétant. C'est à ce moment, sous sa surveillance, que Blanche disparaît du radar. Plus de nouvelles. Silence total. Point 3. Marcelo dans la zone grise. Les versions divergent. Marcelo dit être arrivé vite en Turquie pour signer des papiers liés à une opération. Mais selon les recoupements, son arrivée se situerait entre le lundi et le mardi. Or, la mort officielle de Blanche est fixée au mardi soir à 23h45. Si l'injection avait réellement eu lieu à Bruxelles, alors son état de santé était déjà compromis avant même que Marcelo ne la rejoigne en Turquie. 4. 3 pays, un seul réseau. Ce qui choque, c'est la continuité du dispositif Amti. Kinshasa, départ, sous influence de Marcelo. 2. Bruxelles, escale, accueil par le pasteur Joseph Place, injection suspecte. 3. Turquie, destination, accueil par le pasteur Daniel Place, disparition. À chaque étape, un pasteur proche de Marcelo est présent. Une femme, 3 pays, 3 relais du même réseau. Difficile de parler de coïncidence. 5. Les questions brûlantes. Quelle était la nature de l'injection reçue à Bruxelles? Pourquoi Marcelo a-t-il tué l'escale belge dans son récit? Comment expliquer que ce soit toujours ses propres collaborateurs religieux qui apparaissent à chaque moment décisif? Était-ce un simple voyage de santé ou un piège préparé de bout en bout? Hypothèse glaçante. L'affaire Blanche n'est peut-être pas qu'un drame médical. Tout laisse penser à une opération planifiée à l'international impliquant une fragilisation volontaire à Bruxelles, une prise en charge hostile en Turquie et une accélération administrative orchestrée par Marcelo pour rapatrier le corps. Colombo, refermant son carnet. Quand une femme voyage de Kinshasa à Bruxelles, puis de Bruxelles à Istanbul, et qu'à chaque escale, on retrouve les mêmes hommes de confiance du mari, moi j'appelle ça un filet. Et une fois qu'elle est dedans, il ne reste plus qu'à resserrer les mailles. Cette enquête 22 ajoute un nouvel étage à la pyramide des soupçons. L'histoire ne s'est pas jouée uniquement en Turquie, mais dès l'escale européenne. C'est là que le piège s'est probablement refermé. Éclairage médico-légal sur les signes visibles du visage noir de Blanche. Les témoignages se complètent. D'un côté, la mère de Blanche affirme qu'une injection suspecte lui aurait été administrée dès Bruxelles. De l'autre, sa sœur Sylvie a constaté un visage tout noir et un œil qui pleurait au moment de la mise en bière.
Selon des experts médico-légaux, un empoisonnement peut provoquer une stase sanguine et une coloration sombre du visage. Un étouffement, par oreiller ou autre, entraîne aussi un visage noirâtre, congestionné, parfois accompagné d'un écoulement par les yeux ou le nez. Dans certains cas, les deux méthodes sont combinées. Un poison affaiblit la victime, puis une asphyxie l'achève rapidement. Ces explications rendent parfaitement cohérent les soupçons d'empoisonnement évoqués par la mère, les songes rapportés par plusieurs proches, Marcelo étouffant Blanche, et l'observation de Sylvie lors de la seconde présentation du corps. Ainsi, l'enquête d'I9 ne se termine pas seulement sur le réseau international de pasteurs et le rôle de Marcelo, mais elle ouvre aussi une piste médico-légale solide qui relie entre elles les voix de la famille, les songes et les signes visibles sur le corps. Justice pour Maman Blanche et sa famille, et justice pour la gloire du Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ. Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 20. Les derniers signaux prophétiques de Blanche. Depuis le début de nos recherches, beaucoup d'éléments étaient déjà troublants. Mais en remontant aux derniers gestes et paroles de Blanche, nous découvrons une dimension nouvelle, celle d'une femme qui semblait pressentir sa fin. Comme si son cœur, ou peut-être même Dieu, l'avertissait de ce qui allait arriver. À l'aéroport, un geste prophétique. La veille, Blanche avait déjà vu sa sœur Sylvie lors de la cérémonie de diplôme de son fils aîné. Mais chose surprenante, le lendemain, juste avant son départ, elle insiste pour revoir Sylvie à l'aéroport. Là, elle lui remet une valise contenant de l'argent pour les enfants. Un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ce comportement était totalement inhabituel. Selon Sylvie, Blanche ne demandait jamais ce genre de rencontre avant ses voyages. Ce jour-là, pourtant, elle la fit venir coûte que coûte. Et là, elle lui remit une valise contenant de l'argent, destinée, semble-t-il, à ses enfants ou à certaines dépenses précises. Sur le chemin du retour, Sylvie se dit « Mais pourquoi Blanche m'a-t-elle fait venir à l'aéroport ? Ce n'est pas dans ses habitudes. » C'est comme si Blanche avait pressenti un danger imminent et voulu préparer ses proches à l'éventualité qu'elle ne revienne pas. Avec le recul, ce moment a pris la forme d'un acte prophétique, presque comme un testament silencieux. Comme si Blanche savait qu'elle ne reviendrait pas de ce voyage. Des paroles claires, ils cherchent à m'éliminer. En Lingala, dans un audio, Blanche déclare « Ils cherchent à m'éliminer de plusieurs façons ». Ces mots ne relèvent pas d'un simple soupçon. Ils ressemblent à une proclamation lucide, comme si Blanche avait compris qu'un plan était en marche contre elle, la résistance à la Turquie. Arrivée en Belgique, Blanche confie qu'elle ne veut pas aller en Turquie. Elle savait qu'elle y serait reçue par le pasteur Daniel, un homme qui avait toujours eu un mauvais œil sur elle, affichant du mépris pour elle et sa famille. Elle refuse, mais sous les pressions du pasteur Joseph et de son entourage, elle finit par céder. Un choix qui ressemble moins à une décision qu'à une reddition forcée. La promesse non tenue. Blanche avait eu sa mère au téléphone le lundi, vers 11h ou 12h, et elle avait promis à sa mère de l'appeler le lendemain, le mardi 11 juin 2024, à la même heure, vers 11h ou midi, une fois arrivée en Turquie. Mais l'appel n'est jamais venu. Ce silence brutal brise le dernier fil de communication. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Blanche est morte. 5. Les signes d'un cœur averti. Quand on relit ses gestes et ses paroles,
tout prend une autre résonance. Le rendez-vous inhabituel à l'aéroport. La remise d'une valise comme un héritage anticipé. Les paroles en lingala annonçant qu'on cherchait à l'éliminer. La peur de la Turquie, mais la contrainte qui la pousse à y aller quand même. Le silence soudain après sa promesse d'appeler sa mère. Tout cela compose l'image d'une femme spirituellement avertie. Elle savait, elle avait senti que le danger était proche, que les jours ou même les heures, lui, étaient comptés. Conclusion, l'enquête 20 révèle une Blanche qui, loin d'être inconsciente, avait une conscience prophétique de sa fin. Elle a laissé des signaux, des paroles, des gestes inhabituels, comme pour préparer les siens. C'est le portrait d'une femme qui, face à l'inéluctable, a cherché à protéger ses enfants, à alerter sa sœur et à laisser un dernier témoignage de la vérité. Elle savait qu'on cherchait à l'éliminer. L'enquêteur parle à haute voix. Chaque enquête révèle un peu plus l'ombre qui entourait Blanche dans ces derniers jours. Cette fois-ci, ce sont ses propres gestes et pressentiments qui nous interpellent. Blanche semblait savoir, elle semblait sentir que quelque chose d'irrémédiable allait se produire. Et c'est là que se pose la question. Comment une femme peut-elle pressentir sa mort, si ce n'est parce que la menace était déjà réelle et palpable autour d'elle? Justice pour Maman Blanche et sa famille, et justice pour la gloire du Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ.